J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré aux élections américaines. Depuis son débat calamiteux face à Donald Trump, Joe Biden est sous pression. Doit-il laisser la place? Est-il en état de finir cette campagne? Et s'il gagnait, de diriger encore la première puissance mondiale? 4 années de plus avant d'entendre nos experts. Première réponse en images avec Flora Sauvage. 2 semaines après le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump, les critiques se multiplient contre le président américain, candidat à sa réélection en novembre. Après le sénateur démocrate du Vermont Peter Welch, l'acteur George Clooney, fervent démocrate, s'inquiète de son état de santé et l'appelle à se retirer de la course à la Maison-Blanche. À 81 ans, Joe Biden montre des signes de fatigue, mais le principal intéressé balaie toute interrogation sur ses facultés physiques et mentales. Personne n'est plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette élection. Écoutez, je passe un test cognitif tous les jours. Avec tout ce que je fais, chaque jour, je passe ce test. Vous savez, non seulement je fais campagne, mais je dirige le monde. De son côté, l'ex-président Donald Trump fait preuve d'une mesure inhabituelle à l'encontre de son rival. À 78 ans, le candidat républicain et ex-président a tout intérêt à garder dans la course son adversaire, qui est devenu le candidat le plus facile à battre pour lui. Ils mentent au monde entier sur l'état de santé de Biden. Vous voyez son état, vous les voyez essayer frénétiquement de renverser les résultats des primaires de 50 États et d'installer un nouveau candidat à la demande de leurs très riches donateurs. Sous le feu des critiques, Joe Biden doit donner ce soir une conférence de presse lors du sommet de l'OTAN à Washington. Un exercice périlleux pour le président américain, car la Maison-Blanche l'a promis, il sera sans note et sans prompteur. Joe Biden doit-il se retirer de la course à la Maison-Blanche? Est-il trop fragile pour gagner? On en débat avec Anne-Lorraine Bujon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction de la revue Esprit, avec à la une ce mois-ci l'Amérique contre elle-même. Pierre Bourgois, bonsoir et bienvenue. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest et vous publiez Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard, c'est aux presses universitaires de France. Élise Hachel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Le prochain numéro à paraître là dans une semaine. Une démocratie ébranlée, c'est aux éditions de l'Harmattan. J'accueille en duplex Sonia Dridi, qui est correspondante à Washington. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Et vous publiez Joe Biden, le Paris de l'Amérique anti-Trump, qui est lui publié aux éditions du Rocher. Et Tam Tranui, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. On va commencer par ce qui s'est passé depuis 15 jours, là, depuis ce débat catastrophique, Anne-Lorraine Bujon. Comment se déroule la campagne de Joe Biden? Est-ce que, voilà, tout simplement, c'est une question un peu prosaïque, mais on va ensuite parler de la santé de la démocratie américaine, on abordera ces questions beaucoup plus lourdes, mais est-ce qu'il peut faire campagne, quoi, tout simplement? Alors c'est la question que tout le monde se pose depuis ce débat où il avait vraiment du mal à se faire comprendre. Alors on sait aussi qu'il a toujours eu une élocution un petit peu difficile, mais là le sentiment qu'il était confusionnel, enfin que tout simplement il est trop âgé pour faire face, pour faire campagne énergiquement, avec vigueur, comme disent ses détracteurs ces derniers temps. Donc cette question préoccupe tout le monde. On voit les démocrates en plein désaccord sur ceux qui insistent sur leur soutien, ceux qui lui demandent de renoncer à faire campagne et de renoncer maintenant tant qu'il est encore temps. Pour l'instant, Joe Biden dit qu'il veut continuer, il dit qu'il est tout à fait en état et il rappelle qu'il est le seul à avoir pu battre Trump dans le dernier cycle électoral. Mais ce qui me frappe, moi, en fait, dans cette campagne, c'est... Bon, là, l'histoire, c'est le débat, c'est l'actualité la plus récente. Mais en réalité, elle est très statique, cette campagne. Pour moi, il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'on sait qu'on a 2 candidats âgés, puisqu'ils auraient 78 et 81 ans, respectivement. 2 candidats très impopulaires, en fait, historiquement impopulaires. Donc, les électeurs américains ne veulent pas réellement, enfin, dans leur grande majorité, ni de Joe Biden, ni de Donald Trump, pour des raisons différentes. Et dans les sondages, si vous voulez, c'est aussi remarquablement flat. Une campagne électorale aux États-Unis, d'habitude, il y a toute une dynamique, les primaires, voilà, l'annonce du vice-président. Et là, c'est complètement sans
son suspense, en fait. C'est pas bon signe, effectivement, sur la santé de la démocratie américaine, mais ça, on en reparlera un peu plus tard et longuement. Les pressions sur Joe Biden, elles se multiplient. Dernière en date, cette tribune signée George Clooney, forcément, ça nous a frappé, publiée dans le New York Times, c'est titré « J'aime Joe Biden, mais nous avons besoin d'un nouveau candidat ». Pierre Bourgois, alors il y a plein des pressions, elles viennent d'un peu partout, elles sont pas forcément majoritaires, mais quand même, voilà, c'est comme des petites gouttes qui se succèdent. Avec quel effet pour l'instant ? Bon, je pense que le débat a laissé des traces, ça c'est sûr. On se rend compte en fait depuis quelques jours, maintenant ça fait une dizaine de jours qu'on a eu ce débat, depuis quelques jours il y a une intensification des pressions sur Joe Biden. Vous avez cité George Clooney, alors c'est assez révélateur finalement ce monde culturel qui en fait fait partie aussi de ce système-là, hein, qui fait pression sur Biden. Mais je pense que c'est un phénomène qui n'est pas à prendre à la légère. Parce que jusqu'à présent, on avait plutôt des voix minoritaires qui s'élevaient contre Biden. Là, récemment, donc, on a eu le premier sénateur donc, qui a ouvertement fait sa critique, demandé à Biden de se retirer. Et parler de George Clooney, finalement, ça renvoie à quelque chose d'important aux États-Unis. Ça renvoie donc à cette élite culturelle. Si Biden perd avec une capacité, pardon de vous interrompre, à aussi agglomérer des donateurs autour de personnalités comme exactement. La Maison-Blanche s'inquiète progressivement. On a vu là récemment quelques articles qui sont sortis notamment du Washington Post, où la Maison-Blanche s'inquiète en effet d'un effet financier, clairement, avec une levée de fonds, et on sait combien l'argent compte dans les campagnes américaines. Donc je pense que là, on est quand même à une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on va voir si ces critiques qui s'intensifient, en tout cas, font plier Joe Biden. Je pense que ça se jouera dans les prochaines semaines. Oui. Avec ce soir, un discours important de Joe Biden qui sera prononcé dans le cadre du sommet de l'OTAN. Il peut avoir un impact, il sera particulièrement scruté, on peut l'imaginer, Elisa Schell. Oui, bien sûr. Toutes ces interventions publiques, et particulièrement depuis le débat face à Trump, sont très, très regardées, et notamment par les grands donateurs qui pondèrent la pertinence de leur investissement dans ce candidat démocrate. Donc, bien sûr, Biden avait déjà fait une interview après son débat face à Trump, une interview enregistrée face à un journaliste qui avait des questions, on va dire, un peu plus insistantes, mais qui ont fait apparaître un Biden pas beaucoup plus en forme. La performance était moins pire que face à Trump, mais malgré tout, dans des conditions extrêmement favorables, une interview enregistrée, un seul intervieweur, pas de public, une retransmission en différé. Donc c'était vraiment normalement un exercice assez simple, mais on l'a vu encore chercher ses mots, ne pas être sûr de quel Premier ministre il s'agissait. Donc il a clairement des problèmes de mémoire. Et moi je m'étonne que les démocrates feignent de découvrir depuis 10 jours l'état dans lequel se trouve Biden. En réalité, ça fait au moins un an qu'il y a plusieurs faux pas qui ont été enregistrés par des caméras, que ce soit Joe Biden qui interpelle une personne décédée dans une assistance, qui confondent le chef d'État du Mexique et le chef d'État de l'Égypte. Il a fait des lectures d'instructions de prompteur. Enfin, il est tombé d'Air Force One, il n'arrivait pas à se relever. D'ailleurs, son équipe a tout fait pour limiter ces occurrences, puisque ces conférences de presse ont été remplacées par des allocutions. Et la presse démocrate n'a pas complètement caché Elle a minimisé peut-être. Mais elle a minimisé, elle a trouvé des excuses. Oui, c'est un ancien bègue, il y a décalage horaire, il est malade. Mais à un moment, ces excuses ne fonctionnent plus. Et ce Biden-là pouvait tenir tant qu'on ne parlait que de Trump. Oui, tant qu'il y avait les procès, la condamnation pénale, bien etc. sûr. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on se posait la question de savoir, est-ce que, ici même d'ailleurs, est-ce que Donald Trump va être en prison ? Et donc, tant que les regards étaient braqués sur Donald Trump, au fond, Biden espérait l'emporter. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe dans cette élection, c'est que chacun des deux candidats espère affronter l'autre. Biden espère affronter un Trump affaibli par les affaires, mais pas de chance. Trump, en ce moment, est plutôt dans une passe favorable avec la décision de la Cour suprême lui donnant une certaine immunité on y reviendra, présidentielle. Et
Trump, pourquoi ne dit-il absolument rien? C'est parce qu'il espère faire face à Biden. Oui, évidemment. C'est vrai qu'il est tout à fait parfaitement silencieux depuis 15 jours, Donald Trump, sur l'état de santé ou la confusion de Joe Biden. Quand même, on l'a vu dans les titres, mais on va revoir un extrait de ce débat qui lui aussi était organisé sans public. Il y avait des conditions qui avaient été négociées, qui étaient plutôt tranquille et un peu potentiellement favorable à Joe Biden. Mais bon, voilà, on a tous vu apparaître un Joe Biden, la voix rauque, à peine audible et bredouillant. Regardez. Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if I really don't know what he said at the end of that sentence. Oui, effectivement, on n'avait pas bien compris ce que disait le président. Sonia Didri, je vous donne la parole une première fois dans ce débat. Alors, vous n'êtes pas dans le secret des dieux et de la Maison-Blanche, mais que sait-on de la santé de Joe Biden ? Alors, je peux quand même le vérifier un petit peu, parce que je le vois quand même assez régulièrement, Joe Biden, même si, comme l'une de vos invitées l'a très bien dit, il fait très peu de conférences de presse. Il est extrêmement protégé par son équipe de communication, par la Maison-Blanche. Mais ce qu'on constate, c'est que son état s'est vraiment dégradé ces derniers mois. Et ce qui est clair avec Joe Biden, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit dans la presse ces derniers temps, c'est qu'il y a vraiment des jours avec, des jours sans. Par exemple, il y a 1 mois et demi, je l'avais vu à quelques mètres en train de faire une réception dans le Rose Garden, le jardin de la Maison-Blanche, devant la communauté juive américaine. Et il était en bonne forme. Je pensais qu'il avait parlé 5 minutes, il a parlé quasiment 30 minutes. Et puis d'autres fois, on le sent faible. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis ce débat, il y a eu tout un tas de langues qui se sont déliées, il y a vraiment eu un changement sismique au sein du Parti démocrate, et donc il y a eu beaucoup de fuites finalement. Donc on apprend que selon une source au sein de la Maison-Blanche, eh bien Joe Biden est plutôt en forme entre 10h et 16h, mais que en dehors de ses horaires, eh bien son état peut être très instable. Donc évidemment, c'est pas très rassurant pour un chef d'État qui espère signer pour 4 ans de plus. Et on a de plus en plus d'informations de la sorte. On a aussi appris qu'il y avait un expert, un médecin spécialiste de la maladie de Parkinson qui s'est rendu à la Maison-Blanche 8 fois en 8 mois. Alors ce médecin assure qu'il ne voyait pas Joe Biden spécifiquement. Il l'a vu en janvier dernier pour son examen annuel, mais qu'il avait d'autres patients. Mais évidemment, il y a un certain mystère autour de la condition de Joe Biden. Mais ce qui est certain, c'est que nous, les journalistes qui sommes à la Maison-Blanche, qui le voyons assez souvent, et selon les sources proches de la Maison-Blanche ou de la campagne, son état s'est dégradé ces derniers mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clair. Et je voulais juste terminer sur le point que finalement, beaucoup le savaient, c'est ce que vous disiez, c'est pas un secret, mais en fait, beaucoup ont été stupéfaits, vraiment stupéfaits au sein du Parti démocrate de voir à quel point son État était affaibli. Oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de donateurs qui font pression. Une sorte de révélateur. Et Isachel, de qui dépend la décision de Joe Biden? Mais c'est son cercle familial, on parle beaucoup de son épouse Jill qui pourrait l'inciter à abandonner la course. Je crois que la décision viendra des grands donateurs. Le Parti démocrate doit trouver 800 à 900 millions de dollars pour terminer la campagne. Et ce ne sont évidemment pas les Américains petits donateurs qui vont pouvoir accumuler cette somme. Donc on est effectivement dans une décision qui va se faire en fonction des investissements et aussi en fonction des sondages concernant les autres alternatives potentielles. Parce que si les autres alternatives ne sont pas potentiellement plus performante, ça ne sert à rien de remplacer Joe Biden, ce qui aura quand même un coût politique. C'est évidemment une décision qui relève de l'intime. Tam, la maladie n'empêche pas forcément d'exercer ses responsabilités. Vous avez un souvenir précis en tête? Oui, en fait, quand on a commencé à travailler sur le sujet, j'ai immédiatement pensé à cette année 2013. J'étais 2 étages au-dessus dans l'hémicycle du Sénat et je suivais, journaliste, la loi sur le mariage pour tous. Et à la tribune, il y avait Dominique Bertinotti, qui était à l'époque ministre des Familles, qui a été moins flamboyante sur ce débat que Christiane Taubira, mais elle est venue jour et nuit pour défendre ce texte. Et en fait, elle n'a avoué que quelques mois plus tard qu'à l'époque, elle avait déjà un cancer, qu'elle était en chimio,
qu'elle n'avait pas changé de coupe de cheveux, mais qu'elle avait une perruque. Et je m'étais dit, mais quelle force elle a. Et à ce moment-là, on avait lu aussi, elle avait donné plusieurs interviews, elle avait expliqué combien la politique l'avait aidée à tenir debout. Et il y avait une phrase notamment qui m'a marquée, qu'elle a dite au Monde, elle avait dit « Chacun a sa façon d'entrer en maladie. Comme ministre, ma seule question était de savoir si j'avais la capacité de remplir ma mission. C'est fait. » C'est pour dire aussi que c'est parfois impossible pour les autres de dire ce dont vous êtes capable et que, bon, peut-être dans ce débat, c'est un petit message qu'on peut adresser aux personnes qui travaillent et qui sont malades et qui sont certainement capables de faire des choses qu'on n'imagine pas forcément de l'extérieur. Oui, je trouve que c'était important. Merci Tam de partager ce souvenir. On va revenir à la situation aux États-Unis et à l'état de la démocratie américaine quand même, Anne-Lorraine Bujon. De quoi ce débat, enfin ce choix que vous nous disiez, la campagne elle est flat, de quoi ce choix est révélateur finalement? Mais en fait, on a une élection qui va se jouer comme la dernière fois, en fait, en 2020. Donc, les circonstances sont différentes pour un ensemble de raisons. Le Covid est maintenant un danger écarté. Il y a aussi eu le 6 janvier dans l'intervalle. Donc, il y a un certain nombre de données nouvelles. Et néanmoins, il me semble que cette élection se présente comme la dernière. C'est-à-dire que vous avez un pays de 300 millions d'habitants, ultra polarisé, dans lequel un certain nombre d'États votent avec certitude démocrate, avec certitude républicain, et l'élection va se jouer dans 6 ou 7 États seulement, dans un pays de 300 millions d'électeurs, et dans ces États, dans quelques circonscriptions seulement. Donc il faut se souvenir, au moment où Donald Trump a propagé cette idée de l'élection volée, que les résultats étaient truqués, que Joe Biden ne l'avait pas emporté, il a essayé de faire des pressions sur des démocrates en Géorgie, vous vous souvenez sans doute, Bien sûr. Et il a dit « il me manque seulement 11 000 voix ». Et en réalité, Trump proférait des mensonges, comme toujours, mais il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'en effet, à 11 000 voix près, si l'élection basculait en Géorgie, avec le jeu des grands électeurs et ce système électoral un peu byzantin pour nous, en effet, ça pouvait changer l'issue de l'élection. Donc le sentiment qu'un très grand nombre d'électeurs américains peuvent avoir de ne pas être représentés, d'être mal représentés, c'est la démocratie représentative qui est cassée, je crois qu'il ne fait que s'accentuer avec des minorités très politisées qui ont une influence complètement démesurée sur la vie politique, alors qu'en réalité, il reste aux États-Unis un grand bloc d'électeurs plutôt centristes. Et ici, comme je vous disais, beaucoup de Never Trump ou Never Biden qui vont être insatisfaits quelle que soit l'issue de cette élection. Et puis, il y a la question de la confiance dans d'autres institutions. Vous, par exemple, la Cour suprême, vous citiez la décision sur cette forme d'immunité accordée au président. Pierre Bourgois, est-ce que c'est un recul démocratique pour vous ? En tout cas, je vais rebondir sur ce que disait justement, ce que vous disiez justement à l'instant. Je pense quand même que dans toutes les démocraties occidentales, on assiste à un même phénomène qui est une forme de radicalisation. On a vu ça évidemment en France récemment, et c'est la même chose aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous de dire que il y a un grand bloc modéré, centre-droit, centre-gauche, qui existe aux États-Unis, les Never-Trumpers qu'on appelait il y a quelques années. Malgré tout, je pense que l'électorat est quand même bien plus radical aujourd'hui, à gauche comme à droite, aux États-Unis, dans le camp républicain comme dans le camp démocrate, aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et je pense qu'on assiste peut-être à la fin, donc, le Biden représente ce vieux monde démocrate qui, je pense, va être supplanté par une gauche bien plus à gauche. On voit aujourd'hui les choix que Biden fait vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Il est acculé donc par sa gauche. Et je pense qu'après Trump, on pense évidemment au gouverneur de Floride, après Trump, il y aura aussi d'autres personnes peut-être encore plus radicales sur ce plan-là. Et je pense que l'électorat, d'une certaine manière, attend ça. Bon, alors il y a plein de thèmes à aborder, mais vous n'avez pas répondu à la question, donc je la repose. Décision de la Cour suprême, immunité, puis je vous redonnerai la parole là-dessus après. Ça change quoi ? Ça change que ça a déjà reporté, par exemple, la décision du juge dans l'affaire Stormy Daniels. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand ces procès vont commencer et si ils vont commencer. Donc ça le protège davantage. Ça dit aussi un certain engagement politique de la Cour suprême. Il n'y a pas de neutralité. Je pense que ce que cet épisode nous dit, c'est la faiblesse des partis américains dans la désignation de candidats, puisque l'un comme l'autre, Trump comme Biden,
contrôlent leurs partis respectifs et en partie contre les électeurs qui ne souhaitent pas les revoir. Mais d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas d'alternative prête à prendre la relève. Allez-y là-dessus. Oui, mais la décision de la Cour suprême, moi, je la trouve très, très importante. On a eu le débat, mais juste après, on a eu cette décision le 1er juillet qui pour moi, donne un signal extrêmement inquiétant sur l'état de la démocratie américaine. D'abord parce que la décision semble très partisane. En effet, vous avez 6 juges qui ont été nommés par des républicains ou des conservateurs, qui sont très conservateurs, qui ont pris une décision qui a été contestée par les 3 juges qui, eux, sont libéraux, avec quand même vous savez qu'on peut publier des décisions minoritaires à la Cour suprême quand on n'est pas d'accord. On fait un dissenting opinion, il l'appelle. Et la juge Sonia Sotomayor a écrit donc une opinion dissidente extrêmement forte où elle dit donc mes collègues viennent de décider que le président est au-dessus des lois, donc il est désormais un roi. On a fait un pas, un roi qui serait au-dessus des lois. On a fait un pas vers l'absolutisme ou l'autoritarisme. Donc elle émet quand même un jugement très critique. Ce qui est sûr, c'est que sur l'impartialité ou la confiance dont la Cour suprême pouvait encore disposer, le respect en fait dont cette institution bénéficiait, je pense qu'on est dans une dégringolade. Elle va désormais sembler ultra partisane. Donc on avait déjà un congrès qui était discrédité, que tout le monde appelle le Do Nothing Congress. On a ensuite eu un président qui s'est comporté d'une manière totalement transgressive pendant 4 ans. Et on a désormais une Cour suprême qui prend des décisions qui sont au vu et au su de tous des décisions très politiques. On parle des remplaçants potentiels si Trump se retire, mais un mot là-dessus. Non, justement, sur la crise de la démocratie, parce que je n'ai pas oublié votre question, je pense qu'on peut la mesurer par l'absence de débat de fond. En fait, si on regarde vraiment les débats et les discussions qu'on a, c'est sur la santé de Biden, sur donc le système, en tout cas la décision de la Cour suprême. Avant, c'était sur les condamnations des procès, sur les procès, etc. Et je pense que là, on a un point, en tout cas, un élément assez important dans une démocratie qui doit se cliver. Le clivage est important en démocratie, mais un clivage sur le fond. Où sont les grands débats sur les politiques économiques, sur la politique étrangère, sur la politique sociale? On ne parle que des affaires, de l'état de santé. Et je pense que ça, c'est un élément important, en tout cas, pour mesurer la santé d'une démocratie. Alors, la liste des remplaçants potentiels de Joe Biden, elle existe, elle s'allonge. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain, puisque là, on va rappeler les dates. La convention démocrate, elle a lieu à Chicago du 19 au 22 août. C'est à ce moment-là qu'un éventuel remplaçant pourrait sortir du chapeau. Quelles sont les options ? Plusieurs pistes qui sont évoquées actuellement par les médias américains. La plus évidente se nomme Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Elle a 59 ans. Par le passé, elle a été procureure générale de Californie, puis sénatrice de ce même État. Elle est la solution la plus logique en quelque sorte, Thomas, puisqu'elle est déjà sur le ticket pour la Maison-Blanche en tant que colistière. Elle incarne le combat de l'administration Biden, notamment dans la défense du droit à l'avortement. Mais que veut-elle vraiment? Que veut-elle réellement après le fiasco du débat face à Donald Trump? Elle a reconnu publiquement que Biden avait eu du retard à l'allumage, mais que sur le fond, il était le candidat le plus solide. La semaine dernière, elle a de nouveau affiché son soutien au président. Écoutez. Joe Biden est notre candidat. Nous avons battu Trump une fois, nous allons le battre à nouveau. Un point, c'est tout. Auprès des Américains, Kamala Harris ne brille pas par sa popularité. Selon un agrégat de sondage, Thomas, elle récolte actuellement 51% d'opinions défavorables pour son boulot en tant que vice-président. Bon, si ce n'est pas Kamala Harris, qui pourrait éventuellement remplacer Joe Biden? Peut-être une autre femme, Gretchen Whitmer, 52 ans, actuelle gouverneure de l'État de Michigan. C'est l'étoile montante en quelque sorte du camp démocrate. On dit qu'elle a pour ambition de se présenter à l'élection présidentielle de 2028, à son actif notamment la défense du droit à l'avortement dans son État du Michigan et l'adoption de mesures pour limiter la circulation des armes à feu. Officiellement, elle n'est candidate à rien, mais elle jouera très vraisemblablement un rôle important dans les mois qui viennent, car le Michigan est un swing state, ces États, vous savez, qui peuvent faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Autre potentiel candidat, Thomas, Gavin Newsom. Il a 56 ans, il est gouverneur de l'État de Californie, il est l'un des plus fervents défenseurs de l'administration Biden. Il ferraille dur contre les conservateurs sur les plateaux télé, mais officiellement, pour le moment, il n'est candidat à rien. Il était invité à la Maison-Blanche juste après le débat raté et il a réaffirmé son soutien à Joe Biden. Écoutez-le. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président pendant 1 heure et demie. Cela aurait pu durer 2 ou 3 heures.
Et je veux dire avec une conviction absolue que c'est le Joe Biden d'il y a 2 semaines. C'est le Joe Biden dont je me souviens d'il y a 2 ans. C'est le Joe Biden que j'ai hâte de réélire président des États-Unis. Voilà, il y a d'autres noms qui reviennent dans les médias américains. Il y a le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, très populaire chez les démocrates, ou encore le gouverneur de l'Illinois, le milliardaire J.B. Pritzker. Pour le moment, tout ça, c'est que de la spéculation, car aucun d'entre eux n'a publiquement lâché Joe Biden. Est-ce que vous savez, Thomas, qui est en tête des sondages côté démocrate? Je le sais parce que c'est écrit sur votre fiche. Voilà, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton, personne ne prend l'hypothèse au sérieux, mais si elle venait à se présenter, l'ancienne secrétaire d'État qui a 76 ans récolterait 43% des voix contre 41% pour Donald Trump. C'est ce qu'on appelle de la politique fiction, Thomas. Oui, merci beaucoup, Steve. Effectivement, Hillary Clinton. C'est intéressant, Lisa Schell, parce que c'est aussi le signe de cette démocratie figée dont on parlait, quoi. Cette incapacité des grands partis à faire ressortir de nouveaux visages ou de nouveaux noms. Oui, les partis ont beaucoup perdu en capacité de décision pour 2 raisons. Depuis les années 70, ils ont multiplié les procédures de désignation des candidats avec des élections primaires, donc ce qui favorise des candidats connus du grand public, mais pas forcément les candidats les plus compétents ou les plus à même de s'atteler à cette tâche. Et le deuxième élément de réforme important, c'est la réforme du financement des candidats, puisque avec ce qu'on appelle les super PAC, donc les Super Political Action Committees, les candidats ont la possibilité de se faire financer directement, sans limite de dépenses, sans passer par le parti. Donc ça veut dire que les candidats peuvent négocier directement avec les donateurs pour recevoir des fonds de manière illimitée. Donc face à ça, forcément... C'est clairement un autre affaiblissement des partis politiques. Exactement. Et donc ce qu'on voit ici dans ce cas, c'est que Joe Biden continue de tenir le parti des démocrates, même particulièrement affaibli, et les alternatives qui sont derrière, les candidats qui ont été évoqués sont pour l'essentiel peu connus du grand public au niveau national, et donc n'ont pas... de l'attitude suffisante pour espérer l'emporter. 4 mois, alors certains démocrates disant 4 mois, on a le temps de renverser la vapeur. En réalité, c'est très court pour se faire une popularité nationale, pour lever des fonds, pour faire des meetings dans tous les États qui comptent. Ça va être très difficile pour les démocrates. Votre avis, Anne-Laurine Bujon? Non, c'était juste pour rajouter, parce que je trouve ça très frappant quand on entend les autres candidats présumés, qui ne sont pas candidats, donc ils ne sont candidats à rien. Ils disent tous la même chose. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est les États-Unis, c'est un pays qui fonctionne sur un ensemble de règles de droit et sur un ensemble de normes de comportement démocratique. Il y a des choses qui ne se font pas. Et Joe Biden, c'est un président dont le bilan est plutôt positif. C'est un président qui n'a pas démérité. Et donc, quand lui a dit qu'il allait se représenter, après avoir dit dans un premier temps qui serait un candidat pour un seul mandat. Mais là, quand il a décidé de se représenter, personne ne veut parler contre lui et personne ne veut sembler ici être le premier candidat qui lui manquerait de loyauté, parce que ça ne se fait pas. C'est le bon président Joe. Il a gouverné plutôt comme il avait dit qu'il gouvernerait, donc il n'y a pas de raison de s'opposer à lui. Donc il y a ce réflexe, si vous voulez, de légitimiste, on pourrait dire. Sonia Didri, est-ce qu'il faudrait passer par... un débat ou une mini-primaire pour départager ces nouveaux prétendants? Évidemment, on fait un peu de politique fiction, mais quand même, la question, elle commence à se poser. Alors oui, la question se pose et vraiment, il y a de plus en plus de sources au sein de la Maison-Blanche et même au sein de l'équipe de campagne de Joe Biden qui disent qu'ils ne pensent plus que Joe Biden peut gagner. Donc là, ça devient extrêmement problématique. Vraiment, ce qui est en train de se jouer ces jours-ci, c'est très important, notamment la conférence de presse dont vous avez parlé, qui va se tenir dans quelques heures à Washington. Beaucoup attendent, ils l'ont dit, notamment des élus, ils attendent de voir un petit peu comment ça va se passer pour Joe Biden, pour continuer de juger de son état. Et finalement, l'option qui pourrait éventuellement être mise en place, c'est d'avoir une convention ouverte à la fin du mois d'août, donc à Chicago, et que finalement Joe Biden, car lui seul peut prendre la décision, il a encore toute sa tête pour prendre la décision, demande aux délégués de désigner un autre candidat, que ce soit Kamala Harris ou les autres personnes dont vous avez parlé. Mais encore une fois, c'est assez compliqué parce que, en effet, ces personnes ne sont pas très bien connues du grand public. Kamala Harris, alors selon certains sondages, elle pourrait gagner face à Donald Trump, mais honnêtement, elle est
peu populaire dans le pays, elle est peu charismatique, donc il faudrait vraiment qu'elle fasse une campagne extrêmement dynamique et en effet, il reste peu de temps. En tout cas, on sent beaucoup de frustration du côté du clan Biden parce que depuis quelques heures, on sait qu'il y a un mémo qui circule dans la campagne de Joe Biden qui va être partagé avec les sénateurs démocrates d'ici ce soir pour dire, en gros, resserrer les rangs. Tous ces sondages ne veulent rien dire. Évidemment, une fois, s'il y a un autre candidat, il va être aussi scruté par les médias, son passé, donc il peut très vite redescendre dans les sondages. Et puis surtout, lundi, il y a la convention républicaine qui commence. Donc le message, c'est vous êtes en train de vous concentrer sur notre processus de nomination alors qu'il y a des idées extrémistes, c'est ce que dit le mémo, qui vont être proposées dans quelques jours au Parti républicain. Donc vraiment, le message, c'est de resserrer les rangs. Donc c'est vraiment une situation très délicate en ce moment au sein du parti. Merci beaucoup Sonia Dridi. Je vous libère parce que vous avez d'autres obligations dans quelques minutes. Merci d'être intervenue dans notre débat. Un mot rapide, Tam, et ensuite je vous redonne la parole. Vous avez dit tout à l'heure que Joe Biden avait d'abord dit qu'il serait élu pour un seul mandat. On imaginait donc naturellement que ça mettrait Kamala Harris sur orbite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que elle n'imprime pas? On a parlé aussi de certains de médias qui lui étaient pas favorables. Alors Pierre Bourgois, peut-être un mot de réponse là-dessus, et puis ensuite ce que vous vouliez. Oui, sur Kamala Harris, c'est un mystère parce qu'en fait, elle avait un vrai espace qu'elle n'a pas su saisir. Je pense que elle a manqué Je pense que par exemple sur le conflit israélo-palestinien, on aurait dû plus l'entendre. Affirmer clairement une position claire, justement là où Joe Biden était en difficulté, notamment face aux étudiants et aux manifestations qu'il y avait sur beaucoup de campus américains. Est-ce que c'est une question de personnalité? Je pense qu'elle-même a eu du mal à trouver sa place. Là, elle est dans une position délicate parce qu'elle ne peut pas lâcher Joe Biden à l'instant. Donc en fait, et ça rejoint le point que je voulais dire, c'est qu'en fait les personnalités directement impliquées, on a vu, alors moi je suis obligé de sourire quand je vois le gouverneur de Californie qui, à mon avis, n'attend que ça, Newsom, qui dit c'est toujours le même, c'est celui on est dans la politique politicienne, mais bon, après tout c'est le jeu. Mais ça rejoint à ce que je pense de Kamala Harris, c'est en fait les personnalités directement impliquées ne peuvent pas prendre position. Là où je pense, ça va être, à mon avis, très intéressant à observer, c'est de voir les personnalités importantes du parti. Je pense à Nancy Pelosi, qui pour l'instant rejette la balle dans le camp Biden en disant c'est à Biden de prendre la décision. Je pense à Chuck Schumer, donc chef de file démocrate donc au Sénat. Toutes ces personnalités importantes qui, elles, peuvent se permettre d'affirmer clairement leur choix. On parle de la santé des puissants en général dans un court instant, mais restons sur des prétendants potentiels ou des successeurs potentiels si Joe Biden prenait la décision de se retirer. Il y a quand même une question de légitimité. Même s'ils sont choisis lors de la convention, il n'y aura pas eu de campagne, il n'y aura pas eu de primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils seront moins légitimes? C'est surtout une question de notoriété, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire que s'il y avait un candidat qui était en capacité de l'emporter, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de scrupules à trouver une manière de faire sortir Joe Biden élégamment. Mais s'il y avait un sondage qui dit telle personnalité, c'est 50%. Voilà. Kamala Harris, par exemple, a un gros problème de charisme. On l'a vu avec une communication très, très rigide, avec une difficulté d'interagir même avec des enfants. On l'a vu scripter des dialogues avec des enfants de 8 ans sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc, par ailleurs, sur l'aspect du bilan, il y a quand même le dossier de l'immigration qui est un gros point noir pour les démocrates, qui a été très mal géré suite à la levée des restrictions post-Covid. Et c'était Kamala Harris qui avait ce dossier-là en main, qui était un dossier important, qu'on lui avait donné pour avoir aussi une visibilité particulière, mais elle a échoué, alors pas par sa seule responsabilité, parce que c'est un schéma, bien sûr, de décision beaucoup plus complexe, mais malgré tout, ce dossier n'a pas été conduit. Et donc, la légitimité des autres candidats dépendrait de leur capacité de gagner, sauf que les candidats qui ont été présentés sont trop peu connus du grand public pour faire face à Trump. Alors évidemment, ce thème, il est également passionnant parce que la question de la transparence, dire ou ne pas dire toute la vérité sur la santé d'un président de la République, ça nous parle, à nous Français. Tam, nos dirigeants nous doivent-ils la transparence? Oui. Comment concilier secret médical et transparence démocratique? Telle est la question. Il y a d'abord la règle, celle qui prévaut.
pour tout le monde, celle du secret médical qui veut que votre médecin n'a à divulguer votre état de santé ni à votre assureur, ni à votre employeur, ni à qui que ce soit. Et puis, il y a des exceptions à la règle, car quand votre employeur, c'est le peuple, le dirigeant politique n'est plus tout à fait un patient comme les autres. Il nous doit une part de transparence en plus, dès lors que son état de santé l'empêche ou non d'assumer ses responsabilités, car de cela dépend la conduite d'un pays et les négociations, par exemple, avec les autres puissants de ce monde. Est-ce qu'on peut dire que la santé des présidents américains, parlons de l'Amérique, appartient au domaine public? Oui, c'est très culturel, c'est assez différent en France. Mais effectivement, aux États-Unis, on réclame la transparence absolue sur la santé. C'est d'ailleurs ce que montre le 25e amendement qui prévoit de pouvoir pousser le président hors de sa fonction s'il est déclaré inapte. Un amendement rédigé en 1967 pour empêcher certaines erreurs du passé. Par exemple, celle qui a vu Woodrow Wilson victime d'un AVC en fin de mandat en 1919. Une situation qui faisait surgir une forêt de questions. Qui gouverne vraiment ? Pour Wilson, la légende dit que c'était sa femme Edith. Certains profitent-ils de ses faiblesses ? Bon, selon la légende, peut-être bien sa femme, décidément. Et si ces faiblesses sont connues, est-ce que ça risque de discréditer l'ensemble de son camp politique ? À l'époque, les démocrates ont alors échoué aux élections de mi-mandat. Le résultat de ce traumatisme, c'est qu'aux États-Unis, on dit tout des bobos présidentiels, des hémorroïdes de Jimmy Carter au bretzel qui a failli étouffer George W. Bush. Reste qu'avouer ses petits problèmes intimes et publier des bulletins de santé réguliers n'a jamais empêché de mentir sur son état de santé. On en sait quelque chose avec Mitterrand. Le fils de Ronald Reagan, lui aussi, a avoué à demi-mot que son père présentait des symptômes d'Alzheimer alors qu'il était au pouvoir. Bref, la transparence affichée n'a jamais empêché de dissimuler et de mentir. A-t-on des exemples où l'état de santé des présidents a eu un impact majeur sur leur capacité ou leur incapacité à diriger un pays ? Voilà, pour paraphraser Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Si la poliomyélite et l'hypertension artérielle de Roosevelt eurent été moins sévères, toute la face du monde aurait changé car l'issue des accords de Yalta aurait été différente. J'ai l'air sûr de moi, n'est-ce pas ? Bon, la vérité, c'est que je n'ai aucune certitude sur la vérité alternative. Avec des si, on referait le monde. Qu'est-ce qui nous garantit que Roosevelt aurait mieux tenu face aux desiderata de Staline s'il avait été plus en forme ? Jusqu'à quel point peut-on imputer la faillite du pouvoir à des problèmes de santé ? D'autant qu'il faut sans doute un petit peu de folie pour le vouloir, ce pouvoir, et ce n'est pas juste une figure de style. Une étude très sérieuse de l'université de Duke a montré que la moitié des présidents américains, 49% exactement, entre 1776 et 1974, avaient eu des problèmes psychiatriques. Voilà. Ils s'en foutent, ces présidents. Justement, que dire de la santé, parce qu'on parle de celle de Joe Biden, mais que dire de la santé de Donald Trump, Anne-Laurette Bujon, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi. Ce commentaire invite la question immédiatement. C'est vrai qu'on a un Joe Biden dont on se demande s'il est encore capable de gouverner. Il y a un Donald Trump dont on se demande s'il n'a jamais été capable de gouverner. Et vous vous souvenez peut-être que assez vite après son élection, il y avait eu un groupe de psychiatres qui s'étaient réunis et qui avaient proposé leur propre diagnostic sur l'état de santé mentale de ce président, avec cette même question. Est-il apte à gouverner ? Et dans le débat, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il n'a pas été question de beaucoup de sujets de fond. Et quand on écoutait un échange pour savoir quelles étaient les qualités respectives des uns et des autres quand ils jouent au golf, on se demandait c'était l'un des thèmes du débat si Donald Trump est vraiment fit pour diriger la plus grande puissance mondiale. Oui, alors il y avait cette phrase, je ne sais plus de qui elle venait, je n'ai pas les références précises, mais vous l'avez forcément, la fatigue commence à se faire sentir un peu. Y a-t-il un adulte dans la salle ? C'est ça ? C'était ce qui était dit pendant les réunions à la Maison-Blanche pendant que Donald Trump était président ? Ça vous dit rien, The adult in the room, c'était la grande question, effectivement, de dire il se comporte comme un enfant narcissique. C'est là où Joe Biden, je pense, a quelque chose à faire, parce qu'en fait, il tombe dans le piège de Donald Trump. En fait, il pourrait très bien utiliser ces arguments pour les retourner et dire, mais reparlons de fond. Lui-même, en fait, tombe dans le piège, n'arrive pas à rebondir sur ces attaques qui sont très, très agressives, clairement. Et ça me fait penser à... Oui, mais enfin, s'il est en forme seulement, pardon, nous interrompons, entre 10h et 16h, ce que nous disait Sonia tout à l'heure, bon, ça laisse peu de marge, quand même. Par exemple, ça me fait penser à une décision de politique étrangère. Lorsque Biden est accusé par le camp Trump de s'être retiré de manière catastrophique, par exemple, d'Afghanistan. Or, c'est une décision qui avait été prise par Donald Trump quelques temps plus tôt, mais c'est pour moi un bel exemple. Le camp Biden est incapable d'utiliser les arguments de fond pour les retourner à leur avantage. Et vous parliez tout à l'heure du bon bilan de Biden.
Bon, on peut en discuter, mais en tout cas, sur l'aspect économique, c'est clair qu'il peut le mettre en avant. Il en parle très très peu. Il tombe dans les pièges de Trump, un à un, et Trump, évidemment, se frotte les mains, parce que quand on parle de la partie de golf, il n'attend que ça, justement, lui. Oui. C'est là où il est bon. Élise Hachel. La capacité à gouverner est un argument récurrent dans les campagnes. Pendant la campagne de Barry Goldwater dans les années 60, il y avait aussi des psychiatres qui s'étaient réunis, qui avaient répondu tous à un sondage, à dire est-ce que Goldwater a la capacité mentale ou non d'être président. Et d'ailleurs, à la suite de ça, il y avait eu des règles déontologiques qui avaient été éditées par l'Association américaine de psychiatrie qui disaient que, suite maintenant à ce qu'ils ont appelé la Goldwater Rule, on ne peut pas poser un diagnostic sur un patient qu'on n'a pas examiné. Ce qui est plutôt raisonnable. Et puis, par ailleurs, cet argument a été utilisé pour d'autres présidents. George W. Bush avait été aussi jugé par ses détracteurs comme incapable de gouverner parce que trop bête. Ronald Reagan dans... Oui, alors on en parlait. Donc on a su après qu'il souffrait des premiers symptômes d'Alzheimer. Il y a effectivement des images de Ronald Reagan qui cherche ses mots et glissé par sa femme Nancy sur ce qu'il doit répondre. Mais Ronald Reagan avait une arme que Biden n'a pas, c'est l'humour. C'est-à-dire que Reagan, il était dans sa campagne pour sa réélection le président le plus âgé en fonction, donc à ce moment-là. Et bien sûr, ses détracteurs l'attaquaient sur son âge, est-ce qu'il est capable de gouverner, etc. Mais Reagan répondait avec un humour désarmant du type « mais maintenant, quand je me rends à une consultation médicale, il ne demande plus mon âge, il se contente de me dater au carbone 14, ce genre de choses. Donc il avait une répartie qui lui permettait de faire face à ce qui est de toute façon... qu'il était quand même assez en forme du coup. Oui, parce que l'humour, c'est quand même une... C'était un acteur quand même au départ. Hein. C'est vrai, bien sûr. Mais on a su par la suite qu'il commençait déjà à souffrir de son Alzheimer, mais il arrivait à donner le change. Oui. Donc c'est aussi une arme politique dans une campagne que de dénoncer la capacité ou la non-capacité à gouverner de ses opposants. Et évidemment, on l'a évoqué rapidement, et j'aurais quand même vous entendre, Anne-Lorraine Bujon, sur le fait que Donald Trump, finalement, ne dise pas grand-chose de l'état de santé de Joe Biden. C'est-à-dire qu'il a peur d'un nouvel adversaire éventuel ? En tout cas, il s'est préparé plutôt à faire face à celui-ci très tôt dans la campagne. Il l'avait attaqué sur son âge, sur le fait qu'il était trop fatigué, et même précédemment. Oui, mais donc il pourrait continuer de le faire. Sleepy Joe, vous vous souvenez, ça date des élections précédentes. Oui, Sleepy Joe. Oui, mais donc, en réalité, je pense que ça l'arrange. Et puis, il a quand même été un peu occupé aussi par ces procès qui lui ont aussi coûté des centaines de millions de dollars en frais d'avocat. Et voyons comment il va se comporter maintenant. Mais c'est sûr que là, il engrange plutôt des victoires. Cette décision de la Cour suprême qui reporte sine die les procès qu'on devait lui faire pour l'insurrection au Capitole, ça veut dire que les électeurs américains vont devoir aller voter sans savoir si la justice, effectivement, estime que Donald Trump est coupable d'avoir incité ses partisans à marcher sur le Capitole, et donc d'une forme de coup d'État, en fait. Et ça, on peut estimer que ce serait une information intéressante pour les électeurs avant de se rendre aux urnes. Et il y a une dimension personnelle aussi, parce que vu l'âge des deux candidats, c'est probablement une mort politique qui s'ensuit. Donc en fait, pour eux, il y a un enjeu important, c'est de continuer à exister, tout simplement politiquement. Voilà, et donc je pense que cette dimension en fait, humaine, presque, en fait, rajoute de l'intensité au débat, en fait. Et ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure sur cette décision qui est la plus personnelle possible de se sentir prêt ou pas à affronter les responsabilités quand on est malade. Merci beaucoup. Je vais citer vos livres. Pierre Bourgois, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard, publié au PUF, aux presses universitaires de France. Je rappelle celui de Sonia Didri, Joe Biden, Le pari de l'Amérique anti-Trump, c'est aux éditions du Rocher. Et puis vos revues, vos magazines, Anne-Lorraine Bujon, la revue Esprit, L'Amérique contre elle-même, c'est la une de ce mois-ci, et Élise Hachel, la revue politique américaine, dernier numéro à paraître la semaine prochaine, Une démocratie
Ébranlé, c'est aux éditions L'Harmattan. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Sens Public. On fera comme ça toute la semaine prochaine des premières parties françaises, pour savoir où on va quand même. On n'a pas de leçons à donner aux États-Unis en ce moment. Et puis une seconde partie, on a énormément parlé de politique internationale depuis le début de la saison. Donc on va faire le point sur ce qui se passe en Iran, sur ce qui se passe au Proche-Orient et sur ce qui se passe en Ukraine. Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? Oui, l'invité de la matinale demain, c'est le constitutionnaliste Benjamin Morel. Ça a des plateaux télé, belle soirée.